liées aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Monsieur Hénin est le rapporteur. Je vous en prie, vous avez la parole en premier. Merci Monsieur le Président. Quelques généralités et puis sur le fond. La directive connue comme directive Seveso II, relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, a comme objectif la prévention d'accidents impliquant des substances dangereuses, la limitation des conséquences de tels accidents pour l'homme et pour l'environnement, évidemment derrière l'adoption de mesures de précaution appropriées. Les substances qui entrent dans le champ d'application de la directive intéressent surtout l'industrie chimique. La Commission a décidé d'utiliser l'occasion de la révision de la directive qui était nécessaire en raison de l'adoption et de la future entrée en vigueur du règlement CE. Je ne vous donne pas le numéro concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges auxquels la directive fait référence pour revoir aussi la structure et les dispositions essentielles de la directive qui n'avaient pas été modifiées depuis leur adoption. La question qui se pose alors est simple. S'agit-il pour la Commission et le Parlement de procéder à une simple application de peinture ou va-t-on, à la lumière des accidents et des catastrophes naturelles vécues depuis 1996, aller dans le sens de réellement plus de sécurité pour les hommes, l'environnement, la société? Les changements les plus importants concernent les dangers pour la santé. Les catégories sont modifiées. L'ancienne catégorie très toxique a été remplacée par la nouvelle catégorie toxicité aiguë, catégorie 1, je passe. Plusieurs catégories de dangers physiques plus spécifiques, introduites par le règlement CLP et qui n'existaient pas auparavant, remplacent les nouvelles catégories plus générales correspondant aux substances explosives, comburantes et inflammables. La Commission propose, comme pour les catégories des dangers pour l'environnement, une simple transposition sans grande modification. Parmi les autres propositions de changement figurent de nouvelles règles pour l'accès au public, aux informations relatives à la sécurité, l'accès à la justice et à la participation au processus décisionnel. Évidemment, la perception des modifications annoncées n'est pas la même pour tous. D'ailleurs, le hearing de la Commission environnement l'a démontré. Du côté de la Commission, on estime que le nombre d'entreprises concernées devrait rester quasiment le même. Du côté de l'industrie chimique, on estime que le nombre de sites devrait croître de plus de 10%. Du côté des ONG, enfin, on estime que si le texte va dans le bon sens, il reste très en deçà sur un certain nombre de points. La seule question de fond qui s'impose alors à nous est allons-nous nous contenter de regarder passer les trains ou allons-nous être acteurs de réelles avancées en matière de sécurité qui ne seront pas évidemment des interdits pour le processus industriel. La participation de chacun sera importante et nous l'attendons. Qu'il me soit maintenant permis de faire à titre de rapporteur quelques remarques. Des remarques d'ordre général tout d'abord. Le texte proposé est parsemé de possibilités de dérogation qui sont autant de possibilités de contourner les principes de prévention affichés, ce qui est problématique. 2. Les prérogatives accordées aux salariés, à leurs instances de représentation, à leurs organisations, sont réduites à la portion congrue. Il est fait une large place à l'information et à la consultation du public sous forme de 2 articles complets. Par contre, il n'est fait référence qu'incidemment au personnel, et ce, à l'occasion d'un seul article. Rien n'est dit non plus sur les instances paritaires de sécurité qui existent, pas plus que sur les organisations syndicales. Par ailleurs, l'article 22 consacré à l'accès à la justice insiste sur son nécessaire accès par le public et reconnaît à toute ONG œuvrant pour la défense de l'environnement la réputation a priori d'avoir un intérêt suffisant à agir. Par contre, silence est fait sur les organisations syndicales représentatives et sur leur réputation a priori d'intérêt à agir. Ce quasi-oubli des salariés doit être corrigé. Remarque sur la directive et ses annexes. La directive ne fait aucun état des risques liés à la perte de maîtrise des activités industrielles à risque dues au recours à la sous-traitance. Or, dans de nombreux dossiers, c'est la sous-traitance qui a posé problème. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le cas AZF à Toulouse, la justice a démontré que c'est
le choix de la sous-traitance et de la difficulté de transférer la technicité qui a occasionné 31 morts, des millions de dommages, des centaines d'habitants privés de leurs habitations, etc., etc. La directive ne se pose en aucune manière la question de l'efficacité de cette relation commerciale en termes de prévention des risques. Tout juste prévoit-elle, dans son article 11.4, la consultation des sous-traitants. Une simple consultation n'est pas suffisante pour gérer ce type de problème. Des questions se posent. Il est fait état dans le projet de texte de la coordination des autorités compétentes, mais qu'advient-il, par exemple, des procès-verbaux dressés par les autorités de contrôle en matière de législation du travail? Il est aussi fait question des moyens de secours, humains et matériels, qui ne sont pas suffisamment mis en avant. Rien non plus sur le retour d'expérience des accidents. Enfin, une question importante reste posée et elle a été au cœur d'une grande partie du débat à l'occasion du hearing de la commission environnement. Ce sont les remarques liées aux risques naturels et aussi au transport de matières dangereuses. S'agissant des risques naturels, la récente catastrophe de Fukushima a largement démontré que la seule prise en compte des risques technologiques n'était pas de nature à constituer une politique suffisante à assurer la sécurité des installations, des salariés et des populations, et celle-ci faisait l'impasse sur la prise en compte de la totalité des risques naturels. S'agissant du transport de matières dangereuses, deux raisons au moins militeraient pour qu'il soit fait explicitement référence dans le texte de la future directive Seveso III à ce transport de matières dangereuses. Tout d'abord, il s'agit d'un secret de polichinelle. Le transport de matières dangereuses est utilisé par de nombreux industriels plus soucieux de rentabilité que de leur responsabilité vis-à-vis des collectivités pour diminuer leur stock fixe et s'affranchir ainsi des réglementations sécuritaires liées au seuil de stockage. Il serait donc tout à fait normal que les flux de transport de matières dangereuses liés à cette externalisation soient comptabilisés dans les stocks fixes des entreprises Seveso et pris en compte pour l'application de la réglementation correspondante. Cette mesure contribuerait à responsabiliser les donneurs d'ordre et à renforcer la sécurité de circulation des matières dangereuses, principalement routiers, ce dans la perspective du nécessaire développement du transport multimodal. Voilà ce que je souhaitais dire. Je pourrais donner une multitude d'exemples qui vont dans le sens de ce que je viens d'évoquer. Je le répète, la participation de chacun va être importante. Nous attendons évidemment toutes vos remarques et ne manquerons pas d'en tenir compte si elles vont dans le sens de plus de sécurité pour les populations, pour l'environnement, pour la société. Merci, Monsieur le Président.